On va commencer la troisième réunion qui est dans le cadre de la formation des cadres politiques de l'intérieur. Donc, on est dans la troisième réunion et on avance vite, et bien parce qu'on est en train de prendre les notions qui sont essentielles et importantes pour comprendre et expliquer et appliquer au mieux la politique comme nous le voyons. Pourquoi? Parce que comme je le dis depuis le début, quand on dit qu'on veut renouveler une classe politique, quand on dit qu'on veut renouveler le paysage politique d'un pays, il faut comprendre que ça ne se fait pas que par des mots, ça ne se fait pas que par de la volonté. Il faut construire des outils qui sont prévus pour ça, des outils qui vont permettre à cette évolution. En effet, on ne peut pas changer la mentalité d'un pays, la mentalité d'une population. On ne peut pas changer cette mentalité-là en quelques claquements de doigts quand on sait que ce pays ou ce territoire a vécu de cette manière-là pendant longtemps, très très longtemps. D'abord, il faut de la patience. Il faut de la patience parce qu'il n'y a pas de changement qui se fasse vite. Quand un changement est vrai et réel, vous verrez que, en général, il prend du temps à venir. Mais quand il vient avec stabilité et durée. C'est-à-dire qu'il n'a pas une date de fin. Donc, il ne faut jamais penser qu'une réforme sociétale peut se faire vite. Il ne faut jamais penser qu'on peut changer une société rapidement. Il faut donner le temps au temps. Et par contre, ce qu'on peut faire rapidement, c'est de définir. On peut faire votre définition Moussousou, de redéfinir les concepts, les idées, la vision de la chose, la vision de la question, pour qu'une fois que la personne elle pense différemment, les actions seront construites aussi différemment. C'est ce qu'on essaie de faire. C'est ce qu'on essaie de faire avec ces meetings de formation où mon objectif est de donner des clés, de vous donner des éléments de fonctionnement, d'analyse, de réflexion qui feront que quand demain vous êtes face à des concitoyens, face à des politiciens, face à toute personne qui se revendique de la société civile, vous avez une manière de faire, vous avez une manière de parler. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à Papa Mama Kitoko, bonsoir à Papa Jean-Claude Babatouloui, bonsoir le Chaler Yehoudar, bonsoir Maman Blandine, bonsoir Maman Vanessa, bonsoir à tout le monde. Donc on va commencer maintenant sur le troisième cours. Troisième cours, gardez bien en tête que chaque cours que je fais, c'est donner un élément après un élément pour qu'à la fin, il y ait vraiment une construction logique. Donc le troisième cours, dites-moi si vous voyez bien le tableau, il s'intitule Politique et démographie. La politique et la démographie. Pourquoi? Parce que redéfinissons les choses simplement. Qu'est-ce que c'est que la politique? C'est s'occuper de ça. Ça, c'est l'exemple pour définir la carte du Congo. On va dire ça, c'est la terre du Congo. C'est quoi la politique? C'est s'occuper de ça et puis de ça. La politique, c'est que ça. Il n'y a rien de plus simple et rien de plus facile à comprendre. C'est s'occuper d'un territoire et des gens qui sont sur ce territoire. On appelle la population. C'est tout. C'est ça plus ça.
De même que il y a la dernière séance, on a vu l'importance de ne pas séparer projet économique, projet politique, programme politique et projet de société. De même qu'il faut comprendre qu'en politique, il ne faut jamais séparer la notion de territoire plus la notion de population. Ces deux notions fonctionnent ensemble. Ces deux notions vont ensemble. Il n'y en a pas une qui est plus importante que l'autre. Ce qu'on va dire, si vous dites que la terre est plus importante que la population, vous vous trompez. Vous allez droit au mur. Si vous dites que la population est plus importante que la terre, vous vous trompez aussi, vous allez droit au mur. Il faut réussir à constamment équilibrer cette balance-là pour que vous puissiez avoir une idée précise par rapport à ça. Vous pouvez vous dire deux images dans la tête. On peut considérer la terre, le territoire comme la mer et la population comme les enfants. Ou encore, on peut considérer le territoire dans un autre cadre comme la dimension féminine et la population comme la dimension masculine. Ça va changer, ça va alterner. Des fois, la terre, ça sera comme une mer, comme on dit la terre-mère. Et des fois, la terre, ça sera la dimension féminine. Si tu fais l'agriculture, tu laboures la terre, tu t'occupes de la terre, tu fais créer une fécondité. La terre, on dit que la terre elle est fertile. C'est bien des terminologies qui sont liées à une dimension féminine. Donc la terre aussi, des fois, c'est comme une femme. La population, des fois, c'est comme des enfants. Comment on peut switcher entre mère, enfant et féminine, masculine? Il faut comprendre que la terre, quand elle se connecte à sa population, c'est comme une maman vers ses enfants. La notion que je vais vous expliquer aujourd'hui, elle est très importante parce qu'elle va relier ce qu'on a vu au début, elle va nous propulser vers autre chose. Il faut comprendre que quand la terre a la priorité, sur là, à partir, il y a ma belé. Ma population, pour ma belé, ça le coup la bana. La population pour la terre, c'est comme des enfants. Ça veut dire quoi? Tous ceux qui sont mamans savent ce qu'est le lien et la relation entre une mère et ses enfants. Soza maman ebi lien mutu et kanga diona bana yo. Donc ceux qui boye bike boza bana, si vous savez que vous êtes des enfants et que la terre c'est la mère, il faut savoir que tout Congolais qui existe sur cette terre a le même amour de la part de cette mère que vous. Beaucoup de gens viennent avec les idées de tribalisme, en pensant qu'il peut y avoir des régions, des tribus meilleures que d'autres. C'est faux. Pourquoi? Parce que s'il y a 26 provinces, 400 tribus, toutes ces 26 provinces, 400 tribus et même plus, ne sont que des enfants pour la terre. Donc la terre nous regarde, nous, comme des enfants. Ce qui veut dire quoi? En tant qu'enfant, on va voir quelle responsabilité nous on a en tant que politiciens, cadres politiques et personnes qui voulons faire de la politique. Maintenant, quand nous, on regarde la terre, de l'autre côté, ceux qui sont maintenant toujours anticipés, toujours ça là, toujours initier action pour Namabélé. Si on anticipe l'action pour la terre, on est masculin et la terre sera féminine. Pourquoi? Parce que nous, en tant que population, c'est nous qui allons faire l'agriculture. C'est nous qui allons définir les lois de gestion de la terre quand il s'agit d'exploitation minière. C'est nous qui allons définir comment protéger
la faune et la flore, la forêt, la jungle, les espèces d'animaux. C'est nous qui allons faire en sorte que cette terre-là soit protégée. C'est nous qui allons faire en sorte que cette terre-là donne à manger. C'est nous qui allons faire en sorte que cette terre-là ne soit pas agressée. C'est pour ça que quand on a une zone de conflit, comme en ce moment ici, Goma, Bukavu, normalement, en tant qu'enfant, c'est insupportable. Quel enfant supporterait de voir sa mère violentée? Personne. Donc maintenant, je vais vous donner une technique, un secret de fonctionnement et d'analyse politique pour réussir à faire un programme comme ça n'a jamais été fait. Regardez cette relation. Quand je m'arrête que sur la population, c'est la tikelika na axe la population. Donc c'est focalisé awa dans la population. J'ai fait 3 niveaux, hommes, femmes, enfants. Et j'ai oublié, pardon, même aussi les animaux. Vous comprendrez que c'est un animal. Ce n'est pas un expert en dessin. Animaux. Donc, quand maintenant on se focalise sur ça, hommes, femmes, enfants, animaux, qui se trouvent ici. Tout cela, toutes ces populations-là, ils sont sur Nakana, sur ma Béléana. Quand on se focalise sur ça, Bazanani, Bavandaka Wapi, qui ils sont, ils vivent où, combien de bana par famille, combien d'enfants par famille, à quel âge ils meurent, à quel âge ils deviennent malades, à quel âge ils vont à la retraite. Tout ça s'appelle la démographie. Donc, on s'intéresse à Batu Oyo Basa ko Vanda na mabele ya Congo, koyeba ba caractéristique nya bango nyonso na détail pona ko sonde ndenge nini makambo ezokende, tobengaka yango démographie. Donc, comprendre ce qui se passe sur la terre du Congo, comment les gens vivent, évoluent, comment les familles se forment ou se déforment, ça s'appelle la démographie. Maintenant, comme je l'ai dit, de la terre jusqu'aux enfants, il n'y a pas de différence. La terre du Congo, elle considère que tout enfant qui est né sur sa terre est son enfant. Tout enfant qui va avoir un parent qui est né sur sa terre est son enfant, ainsi de suite. Ça veut dire que au niveau de la démographie, on doit être intelligent. Il ne peut pas avoir de démographie sans intégrer la diaspora. On ne peut pas faire la démographie sans, parce que les personnes qui sont en diaspora, ce sont aussi les enfants de cette terre. Donc, à partir de ce moment-là, on voit qu'il y a un gros problème aujourd'hui. C'est que, comme on a vu dans le premier cours, ne pas respecter la terre du Congo, c'est risquer de se faire vomir, de se faire dégager, de partir. Mais la question, elle est, qui t'a fait partir? Est-ce que c'est la terre qui t'a fait partir ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Si je me trompe, je hais mon frère congolais, je crée la méchanceté, je crée la misère dans le pays où je suis né. Et maintenant, la terre me vomit et je me retrouve loin. À votre avis, qui m'a puni? Est-ce que c'est la terre qui m'a puni ou c'est autre chose? Qui a une idée? Je vais répondre. La terre ne peut pas punir. Ce n'est pas la terre qui vous a puni. La terre, elle est obligée de vous vomir.
Mais la punition ne vient pas de la terre. Pourquoi? Parce qu'on connaît, dans une famille, c'est le père qui est chargé de l'éducation stricte. C'est lui qui punit. Donc, à partir du moment où c'est le père qui punit, on ne peut pas dire que c'est la terre qui a réellement initié le vomissement. Donc, qu'est-ce qui se passe? Comme une bonne mère, la terre du Congo suit ses enfants partout où ils vont. Ceux qui connaissent bien les cours que je fais vont comprendre pourquoi je fais cette analogie. Parce que sachez une chose, la plus grosse erreur que nous, on a fait, nous les Congolais, c'est de croire que nous sommes des gens inutiles. C'est de croire que nous sommes un peuple particulier, mais bon, pas si particulier. La spécialité, c'est un peuple boyé, bon, c'est ça, boyé. On ne sait pas la grandeur que nous avons. Nous ne savons pas la grandeur que nous autres, les Congolais, avons. Pour ceux qui savent étudier l'ethnologie, l'histoire, vous remarquerez, vous verrez des preuves que nous ne sommes pas un petit peuple. Nous ne sommes pas un peuple qui est orphelin. Nous ne sommes pas un peuple qui a été laissé à l'abandon. Nous sommes un très grand peuple. Tellement grand qu'on se retrouve coincé dans des manigances internationales. Nous sommes un peuple tellement puissant que Batubazo profitait na innocence d'Abisso. La grandeur du peuple congolais se voit ici. Il faut savoir une chose. Dans ce monde ici-bas, la puissance d'un pays se définit par ce que la démographie va dire. Ça veut dire quoi? Si tu viens, tu dis, on est 5 millions d'habitants. Tous les présidents du monde te regardent et ils vont te dire, ah, toi, tu es un petit pays, bon, faut te mettre derrière et attendre. Si tu viens, tu dis, on est 100 millions d'habitants. Là, on commence à paniquer. On dit, ah, le pays est sérieux. Le pays est puissant. Si tu viens, tu dis, non, nous, on est comme les Chinois, on est 1 milliard. Un pays d'1 milliard d'habitants. Vous voyez comment le monde y tremble? Eh bien, il n'y a que nous qui n'avons pas compris que dans toutes les cultures du monde, la quantité et la qualité qu'on appelle la démographie sont des signes de bénédiction, sont des signes de protection, sont des signes d'évolution. Si aujourd'hui on prend toute la population du Congo, malgré les guerres, et qu'on rajoute toute la diaspora congolaise, on est un peuple massif. Et comment on le sait que c'est un peuple massif? Pour tous ceux qui lisent la Bible, vous le savez mieux que moi, qu'à chaque fois que Dieu veut te montrer qu'il bénit quelque chose, il multiplie. Il n'y a pas de mortalité, il n'y a pas de problème de fécondité. On a un nombre qui grandit. Donc, c'est une fierté que d'avoir une population qui est grande. Mais qu'est-ce que font nos gouvernants depuis le début de la période postcoloniale? Ils n'ont pas compris qu'intégrer la diaspora, c'est un devoir parce que la terre pleure ses enfants. Ils n'ont pas compris qu'intégrer la diaspora, c'est un devoir parce que c'est comme ça qu'on nous prendra au sérieux. C'est une puissance énorme que de savoir qu'on est nombreux et qu'on est qualitatif. Aujourd'hui, on nous dit on est presque 90 millions de Congolais. C'est beaucoup, mais c'est rien. On est beaucoup plus. On est beaucoup plus. Donc, la diaspora, toutes les fois où un programme politique ou un programme de gouvernement n'intègre pas la diaspora, c'est des gens qui sèment la division entre une mère et son enfant. Ceux qui ont intégré la diaspora et la politique, aux lokola moto, azo biba, mwana, tangu mama adbotie kaka. Parce que le vomissement, ce n'est pas la mère qui le provoque. C'est Nzambe Yemoko, Dieu lui-même. Il dit, ces gens-là, assez. Pourquoi? Je leur ai donné une terre pour faire des choses, ils font n'importe quoi. Maintenant, dégagez. Mais qu'est-ce qu'elle fait? La terre, elle sort avec toi. Elle t'accompagne partout où tu vas. Comment je le sais? Toutes les maisons congolaises du monde, on parle lingala.
toutes les maisons congolaises du monde, on mange les Madesu, Makayabu, Fumbwa, on mange les Mikate, tout ça. Comment ça se fait qu'on arrive à garder cette culture-là, même quand on est à l'autre bout de la terre? C'est parce que ma belé est osala nakati, parce que la terre travaille à l'intérieur. Donc, il faut comprendre aujourd'hui qu'il est important pour nous de penser à un autre niveau, d'expliquer que la démographie de notre population, c'est le moyen par lequel on montre notre puissance. C'est le moyen par lequel on reconnecte tout le monde à la même histoire. Le peuple congolais, nous qui sommes devenus juifs, qu'est-ce qu'on voit dedans? Vous imaginez à peine. Ce que les Congolais sont dans l'histoire de l'humanité, vous imaginez à peine. Il n'y a pas autant de peuples, il n'y a pas un peuple qui a autant été ciblé, exterminé, détruit, vu sa terre attaquée, que nous. Si, peut-être un peuple, les Juifs. Vous parlez à chaque Juif, il va vous dire, peu importe où je suis né, peu importe, j'oublie jamais ma terre d'origine. Vous parlez à un Juif, il va vous dire, peu importe ce qui se passe, mon but c'est de repartir un jour vivre là-bas. Parce que c'est là-bas que tout se finira pour nous. Il y a même des chrétiens, ceux qui sont chrétiens, je vous demande. Il n'est pas dit dans la pratique qui est la vôtre qu'il faut que tous les enfants d'Israël reviennent sur leur terre. Et quand tous les enfants d'Israël reviennent sur leur terre, votre Messie revient. C'est écrit comme ça, non? C'est comme ça que les pasteurs expliquent. C'est comme ça que les apôtres et les prophètes parlent. Vous comprenez ce qu'ils disent? Ils vous disent, maintenant faisons des ONG où les chrétiens vont aider les Juifs à rentrer vite sur leur terre. Comme ça, quand ils rentrent vite sur leur terre, ils reviennent. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Notre terre aussi s'appelle Isolele. Donc on applique. On applique. Le jour où tous les enfants du Congo vont rentrer sur leur territoire, vous verrez, le monde sera libéré. Le jour où on aura compris que nous, autres Congolais, on a été envoyés dans d'autres terres là-bas, lointaines, pour récupérer des choses qui nous ont été volées dans l'histoire, dans la spiritualité, dans l'ethnologie, dans tout ça, et qu'un jour on doit revenir sur notre terre, vous comprendrez que lors de la première leçon, on a parlé des deux terres, cette terre-là aussi, c'est la même chose. La démographie est une question clé pour nous. Ça passe par le fait de changer notre vision de la gestion de la diaspora. Aujourd'hui, la diaspora, c'est elle qui fait vivre le pays. La quantité de transferts financiers qui se passent par Western Union, par MoneyGram, je ne sais pas quoi, vous pouvez à peine imaginer. Le pays tient grâce à la diaspora. Pourquoi? Parce que c'est les enfants qui sont à l'extérieur. Donc, les données démographiques, la question démographique est la question essentielle. Parce que mukolo oyo bana nyonso ya Congo bakozonga na mboka na bango boye bake bato baza kimbangis o ba croyaka vraiment na ba prophétie ya papa Simo Kimbangu bokomona réalisation ya makambo oyo aloba pozongisa ba congolais nyonso na mboka au lieu de vous investir dans des spiritualités qui ne sont pas les vôtres, au lieu de donner du temps et des circonstances à des religions qui ne donnent aucune place à votre culture. Commencez à penser pour vous-même. Commencez à analyser pour vous-même. Où est le Congo dans votre religion? Qu'on ne vous fasse pas croire que la religion, c'est juste « Ah, je crois en Dieu ». Mais Dieu s'occupe de tout le monde. Alors, si quelqu'un vient vous parler d'une religion, il doit vous montrer où est le Congo. Parce que moi, je vous le dis, chaque Congolais qui ne vit pas sur sa terre, c'est un déchirement pour sa terre. Et on a, nous, le devoir de lui dire, tu as le droit de revenir, on va faire tout pour que tu reviennes. Comment? Regarde, permaculture. Remonte et tu as une terre, c'est ta terre. Et fais travailler les choses dessus. Et je vous garantis que le jour où chaque enfant congolais remettra les pieds sur la terre du Congo, vous verrez, les chrétiens verront Jésus revenir, les musulmans verront Mahomet revenir, les juifs
verront le Messie revenir. Je vous le garantis. Parce que vous ne savez pas ce que c'est qu'ici. Parce qu'on ne sait pas ce que c'est là. Donc, basé sur ça, nous, on sait qu'à partir du moment où on veut changer la mentalité politique, on sait qu'il faut que chaque politicien qui est formé chez nous ou qui s'appellera notre adversaire, tu peux être notre adversaire, mais tu ne peux pas contester les éléments de base qu'on te dit. La noblesse du peuple congolais n'est pas une discussion. C'est un fait qui s'impose à tout le monde. Tous les Congolais ont un droit légitime et irrévocable sur leur terre. Et il faut aujourd'hui leur faire comprendre. C'est pourquoi on devra mettre des lois précises pour aider au retour. Comme les Juifs le font. On n'est pas en train d'imiter. Je vous ai prouvé que notre terre, elle a la même caractéristique. Donc, ce qui se passe bien dans un endroit qui nous ressemble, on l'applique aussi. Aujourd'hui, il faut que chaque Congolais puisse sentir l'appel du pays. Et c'est qui va incarner l'appel du pays? C'est vous, c'est moi, les dirigeants politiques. C'est à nous de donner aux gens l'envie de revenir et de se recoller à la terre. C'est à nous de redonner aux gens l'envie de revenir et de se dire non, Mikili, ce n'est pas là-bas, le paradis, ce n'est pas là-bas. Mon paradis à moi, c'est ici. Mon paradis à moi, c'est dans la terre du Congo. Cette fierté-là, elle doit être construite. Mais on n'est pas dans la démagogie, on n'est pas dans la philosophie. On est dans la démographie vue par les sages. On n'est pas dans la démographie vue par Bateau Oyo Bazana Boigna. Démographie, c'est quoi? Pourquoi même, comme on dit nous, pourquoi même l'homme blanc a pensé qu'il faut créer un mot démographique, s'occuper des gens, voir qu'est-ce qu'ils deviennent? Parce que c'est la preuve que la bénédiction va bien. Aujourd'hui, il n'y a personne qui peut donner un chiffre clé sur la démographie congolaise. On sait juste qu'elle est extraordinaire. Il y a des Congolais partout. En Inde, des Congolais. En Chine, des Congolais. En Russie, des Congolais. Aux États-Unis, des Congolais. Au Brésil, des Congolais. Dans l'esclavage, des Congolais. Vous ne comprenez pas ce que ça veut dire? La puissance du peuple. Cette puissance-là fait une chose. Aujourd'hui, la diaspora, elle doit savoir qu'elle n'a pas à quémander quoi que ce soit ici, dans le territoire du Congo. La diaspora est légitime. Pourquoi? Parce qu'elle a un lien indéfectible avec sa terre. Il n'y a personne ou qui que ce soit qui peut l'éloigner de ce qui se passe ici ou ailleurs. Donc, c'est à nous aujourd'hui de faire comprendre à tous les Congolais de la diaspora. Qu'attendez-vous pour vous réveiller, pour réclamer avec force ce qui est à vous? Qu'attendez-vous pour dire aux gens, ce n'est pas à vous de nous dire ce qu'on a le droit de faire ou pas. Je suis Congolais, je sais ce qu'est être Congolais, je fais ce que je veux, c'est ma terre. Cette force-là, on le voit dans d'autres peuples. Un juif peut être à l'autre bout de la terre, s'il se passe un truc bizarre en Israël, il parle et il va. Il faut qu'on arrive à ce niveau-là. Et pas penser que, parce qu'il y a une constitution, mais la constitution, c'est quoi? La constitution doit respecter deux choses. Ça et ça, la terre et la population. La constitution ne doit pas discriminer une partie de la population qui, en plus, se retrouve en diaspora parce que le vomissement s'est transformé par fuir une guerre. Parce que le vomissement s'est transformé par partir pour autre chose, parce que vous avez été incompétent pour nous donner à manger. Il n'y a aucun Congolais qui aurait voulu partir. Donc maintenant, ce n'est pas à un gouvernement, ce n'est pas une constitution de dire ce qu'un Congolais a le droit de faire ou pas.
Le Congolais, le lien du Congolais et sa terre est au-dessus de la Constitution. Je vous le dis. La loi, c'est la loi. Mais la loi ne définit pas l'identité. La loi doit respecter l'identité. Aujourd'hui, quand on regarde ce qu'on vient de faire ici, on vient de voir que mettre la diaspora de côté sur la vie politique du Congo est un acte anticonstitutionnel. Pourquoi? Parce que la diaspora a le droit. On ne parle pas d'un petit peuple. Je veux même dire plus, décider de mettre la diaspora en dehors de la vie politique, ça s'appelle jouer les jeux des puissances étrangères. Parce qu'au lieu de donner de la force à notre pays, de devenir un pays grand, puissant, avec une quantité colossale de population, on a un pays juste perdu. Ceux qui sont sortis, qui ont réussi à acquérir des connaissances, des forces, on les exclut. C'est une violence inacceptable. Donc aujourd'hui, quoi le lien entre la politique et la démographie? C'est que la politique vit par, qu'on voit par impérium. Politique impérium mais aussi là. Les politiques moko koité ko exclure congolais moko avant d'akana en dehors et à terre à Congo. La politique qu'on fait, les politiques ils a censé couper ça honneur na place na congolais nyonso oyo aza enraciné na mabele. C'est ça notre objectif. La politique que nous faisons, c'est de dire à tout le monde, il faut revenir. Et n'attendez personne pour vous dire, allez. Parce que si vous dites, non, mais ça, c'est les enfants, et ça, c'est la maman. Quelqu'un, il vient ici, il dit, non, toi, enfant, yo mwana, kozonga kota mamate. Mais tu es qui pour faire ça? Tu es qui pour me dire de ne pas aller voir ma mère? Tu es qui pour me dire de ne pas me connecter à l'histoire de ma mère? Tu es qui pour me dire de ne pas m'interroger, de ne pas m'inquiéter de ce que ma mère traverse? Il faut que la diaspora comprenne que c'est une question de vie et de mort. Pourquoi? Parce que je vous le redis, le jour où tous les Congolais seront sur leur terre, de 1, le Congo est béni. De 2, l'Afrique est bénie. De 3, la libération finale passe. Vous verrez. On est là, non? On verra. Donc maintenant, si on associe les 3 éléments qu'on a vus, on a vu c'est quoi le militantisme. On a vu la notion de permaculture. Pourquoi il faut avoir l'audace de prioriser Colonna, l'agriculture. Aujourd'hui, on voit la politique et la démographie. Tout ça, c'est pour créer un terme important qu'on appelle politique démographique. C'est quoi la politique démographique? Ça va être les stratégies qu'on va faire à tous les niveaux pour donner valeur à la population congolaise. Ça va être comment on va soutenir les ONG qui sont dans la diaspora ou pas dans la diaspora, parce qu'elles vivent avec la population, elles ont la réalité du terrain, mais elles n'ont pas de légitimation. Il faut qu'au Congo, on puisse donner des titres de ONG d'intérêt général, pour que les gens n'aient pas peur de soutenir ces ONG-là qui sont des organismes non gouvernementaux, mais qui sont essentiels à ce que l'État garde les yeux ouverts et reste dans la réalité. Il faut qu'on sache ce qu'on fait de la diaspora. Il faut intégrer la diaspora dans tout, parce qu'on vient de le prouver. Il faut qu'on sache quelle est la politique familiale qu'on veut. Comment ça se passe au Congo? Quelle culture familiale on veut? Quelle est la définition du noyau familial? Une définition qui doit être dans le respect des traditions de notre terre.
On doit définir quelle est la politique d'éducation. Est-ce qu'on éduque? Est-ce qu'on enseigne? Est-ce qu'on fait les deux? Non. L'école enseigne, les parents éduquent. Qu'est-ce qu'on fait au niveau des loisirs? Qu'est-ce qu'on permet? De quelle manière on laisse notre jeunesse se détendre? Comment on repeuple les zones abandonnées? Comment on ramène les gens à l'amour de leur terre et à dire, je prends mon passeport congolais, je le prends et je fais ma loi du retour, je reviens sur ma terre. Tout cela, ça s'appelle la politique démographique. Parce que c'est en fait une partie intégrante du projet politique qu'on va appeler la permaculture, l'agriculture. Parce qu'à partir du moment où je donne une terre, je dois savoir que les enfants, les femmes et les parents et même les animaux qui sont en dehors de la terre sont aussi concernés. Maintenant, je vais vous donner un secret. Qui peut me dire aujourd'hui quelle est la politique démographique du Congo? Est-ce que vous avez une idée? Est-ce que Mutumoko Ayebi, le loco paie sa définition, il y a politique démographique, il y a un beau cannabis. Vous voyez? Encore une fois, tout ça, KO. Encore une fois, on est KO. Pourquoi vous ne me donnez pas? Parce qu'il n'y en a pas. Aux OP Sanga, réponse, parce que réponse est zatée. Yehuda, oui. On t'écoute. Pas Yehuda. Allô? Tomboli le beau comme aux Olobate. Shalom. Le beau comme aux Olobate. Yehuda. Allô? Allô? Oui, c'est bon, on t'entend. Ça va? Oui. J'ai un problème des écouteurs ici, mais ça va. Donc, j'allais dire pour moi, selon moi, la politique démographique de la RDC jusque-là, elle est nulle. Nous ne savons même pas où en sommes-nous et où allons-nous. Commençons d'abord par ce qu'on appelle, comment on appelle ça? Le mot m'échappe, comment? On appelle ça le dénombrement quoi, de la population. Recensement. Nous ne savons même pas si nous sommes au nombre de combien les Congolais qui vivent ici en RDC. Nous ne savons même pas. C'est ce qu'on appelle le recensement. Déjà, nous avons échoué sur le plan recensement. Et puis, de deux, nous ne savons même pas il y a combien de diaspora à l'extérieur. Nous ne savons même pas combien de diasporas sont à l'extérieur du pays. Donc, comment nous pouvons même nourrir une nation par laquelle nous ne connaissons pas, ils sont au nombre de combien, et combien nous devons produire économiquement parlant pour donner la solution à notre propre population. Nous ne savons même pas. Et combien nous allons, personnellement, combien nous allons gagner économiquement parlant sur nombre de populations, parce que c'est que nous savons même la nation peut vivre par les impôts et les taxes, et combien payent leurs impôts, combien payent leurs taxes, et puis qui sont des chômeurs, qui méritent d'avoir, exemple, un salaire de la part du gouvernement comme étant des chômeurs. La population ne connaît même pas combien de nombre des hommes, de vieillards. Bizarrement, on ne connaît même pas combien va circuler
Ils n'ont pas d'abri, donc la démographie de la République du Congo est en tout cas zéro, nul, nul et nul. Donc, tel que j'ai suivi votre enseignement d'aujourd'hui, donc on ne peut même pas imaginer. Nous ne savons même pas réfléchir. Combien? Donc, la démographie de la RDC est zéro. Voilà pour moi. Merci beaucoup, Papa Yehuda. Vraiment, le bin Mutema Mubimba. Avec un cœur entier, on le comprend. Comme il a dit, il a parlé. Il a dit quelque chose de très simple. Il a dit comment on peut réussir à former un pays solide si on ne sait même pas combien on est. Aujourd'hui, la puissance d'un pays, c'est sa population. La puissance d'un pays, c'est sa démographie. Donc, une politique démographique, ce n'est pas juste une loi. Je viens de l'expliquer pour nous. C'est une relation d'une terre et de sa population vers la terre. La terre, elle ne lâche jamais ses enfants. Et vous l'avez vécu, vous le voyez, parce que même si vous êtes loin, vous vous sentez congolais. Et la population ne doit jamais lâcher sa terre. Alors, il ne faut jamais laisser aucune loi, aucune constitution. La constitution, ça se change. Il y a des pays où ils en sont à la 5e, 6e, 7e République. La constitution ne veut pas dire que tu as face à toi la Bible. Non. Tu as face à toi des lois qui doivent respecter une réalité. Si aujourd'hui cette réalité n'est pas respectée, cela peut être rendu caduc par la volonté de ceux qui sont les tenants de cette situation, à savoir la population. Vous devez comprendre cela, c'est la clé. Si on n'arrive pas à avoir une politique démographique digne de ce nom, en sachant exactement combien de migrants on a par an. Ça, c'est une politique démographique. Combien de Batubako, Takalamboka, tourisme, installation, visa d'études, visa de travail, tout ça, c'est ce qu'on appelle une politique démographique. On n'a aucune stratégie à l'heure actuelle. C'est pour ça qu'on trouve des notions. Mais pour pouvoir faire une bonne stratégie politique en termes d'agriculture, permaculture, et même un travail militant et de cadre politique digne de ce nom, on doit avoir une maîtrise totale de ce qu'on appelle la politique démographique. Savoir combien de bébés congolais naissent par an dans la terre et en dehors, on devrait le savoir. Mais je vous pose une question. Comment on fait pour savoir? Comment on fait pour savoir exactement combien de gens sont congolais de par le monde? Combien de gens vivent la culture congolaise de par le monde, depuis le Congo et en dehors? Comment on fait? Quelle est la solution? Comment on fait? Vous ne savez pas? Je vais vous donner la solution. Vous appelez ça la solution. Et ça, c'est simple. Je vous donne une technique, mais ne l'appliquez pas. Parce que je vous explique ce que les méchants font. Quand on veut tuer une population, il faut tuer sa tradition. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on a tué sa tradition, les éléments de cette population n'ont pas de repères pour se reconnaître. Ça veut dire quoi? Batubaya, Congo. Les gens sont venus au Congo. Ils ont dit non, essayez cette nouvelle religion, essayez cette philosophie, essayez cette pensée. Nous, qu'est-ce qu'on a fait en beau Congolais? Parce qu'on est très gentils. On a pris ça pour nous. Mais on a oublié une chose. Quand le Congolais va être envoyé à l'autre bout de la terre, qu'est-ce qui me rattache avec lui? La couleur de la peau? Les Sénégalais ne peuvent pas aller noir. Les Sénégalais sont noirs aussi. Mais Namibien, tout le monde est noir en Afrique. Ça ne peut pas être l'élément qui va me rapprocher de mon frère congolais. La langue, oui. Maintenant, les Congolais ne parlent même pas Lingala, même pas Kikongo.
te parle en anglais. Des fois, quand je suis surpris toujours, de rencontrer un Congolais qui parle qu'anglais, qui ne parle pas le français. Ça me fait toujours bizarre. La langue même commence à perdre. La nourriture. Il y a des gens qui mangent la nourriture congolaise, ce n'est pas des Congolais. Il y a des gens qui parlent le lingala, mais ce n'est pas des Congolais. Alors, comment on fait pour savoir qu'on est un? C'est simple. Il faut garder la même tradition. C'est tout. Et il faut que cette tradition, elle ait des places d'existence. C'est comme ça. C'est comme ça qu'aujourd'hui, vous avez le seul pays au monde qui peut te dire non, il y a 13 millions de juifs dans le monde. Comment tu sais? On sait. Comment vous savez? Parce qu'on sait. Comment vous faites? C'est simple. Parce que pour nous, être juif, c'est pas que ça, c'est aussi ça. C'est aussi une identité culturelle. Ah, et alors, pour devenir juif, tu ne deviens pas juif comme ça. Et là, tu réfléchis, tu dis, mais attends, nous, on était Congolais. On est Congolais. On a une connaissance, on a une tradition. Maintenant, les gens, ils marchent cette tradition. Et personne ne se reconnaît. Personne n'a les mêmes codes. Sans repartir dans des thèmes religieux, ce n'est pas le but. C'est de comprendre en fait que le fait de remettre la tradition au centre, c'est ce qui va reconnecter tout le monde. Parce que celui qui n'a pas la tradition congolaise dans le sang, il ne va pas se coller. Il va réagir seulement quand il va entendre que non, j'ai la même tradition, donc on m'a dit maintenant, il y a des lois de retour. C'est quoi la loi de retour? Ah, pêcher au passeport, tu as un passeport, tu arrives là-bas, tu as 1 hectare de terre, 500 mètres carrés de terre, 200 mètres carrés, même 100 mètres carrés de terre. Ouais, tu as 100 mètres carrés de terre. Ah, ok. Non, même, tu sais, 20 mètres carrés de terre. Mais c'est à toi. Tu as ton passeport, tu reviens, l'État te paye ce qu'il faut pour que tu puisses t'installer et commencer une nouvelle vie. Disons la vérité. Combien de Congolais aujourd'hui vivent en dehors du Congo et sont très à l'aise? Petite minorité. Tout le monde souffre. Tout le monde souffre. Peu importe la réussite que tu as, on te rappellera toujours que tu n'es pas du pays là-bas. Donc, c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. C'est que il ne faut pas être un bon cadre politique, il ne faut pas être un bon militant, il ne faut pas être un parti qui veut renouveler la vision politique du Congo si on n'a pas compris que la politique démographique est la clé pour pouvoir enclencher un cycle vertueux, pour pouvoir enclencher le processus Mokoya positivité. La politique démographique. Parce que toutes les solutions que nous faisons, tous les outils que nous ouvrons, la prochaine fois, on va parler des ONG, on va parler des lois qu'il faudra faire pour les aider, on va parler de la diaspora, tout ça, comment nous, on va travailler déjà. Mais tout ça, il faut savoir une chose, comme a dit Yehuda. Sur quel nombre? Si tu ne sais même pas quel est le nombre, combien de terres tu as partagé? Tu dis 70% de terres agricoles, mais pour combien d'habitants? Et pour combien dans la diaspora? Donc, un cadre politique doit constamment savoir qu'il est le défenseur d'une politique démographique de respect, de protection et de valorisation du Congolais, peu importe où il est et peu importe la situation qui l'a amené à être à l'autre bout. Être vomi par la terre parce que nous avons décidé ne veut pas dire que tu ne vas pas revenir. Non, autant envoyer là-bas pour faire quelque chose. Récupère ce qui était à nous là-bas. Comment tu récupères? Il n'y a qu'à voir. Aujourd'hui, les Congolais réussissent dans certains pays. Ils font des choses incroyables. Ils grandissent, ils arrivent immigrés, vivant dehors, ils finissent en ayant des enfants qui sont dans la réussite, le succès. Il faut penser, une fois que tu es arrivé là-bas, ça y est, on récupère. Il ne faut pas tomber dans le piège de penser que non, je suis parti, je vais faire ma vie ailleurs. Non. Parce que cette terre-là, cette maman-là, elle pleure. Elle pleure. Donc, nous avons même, Rav, nous avons même
des problèmes avec le ressortissant congolais qui sont des stars à l'extérieur. Faut te ramener, exemple, le footballeur. Le footballeur aujourd'hui, nous avons même des problèmes de les ramener. Il y a d'autres qui sont des étrangers nés à l'étranger et ne savent pas qu'ils doivent servir le Congo. Maintenant, c'est au Congo à découvrir que moi, comment on bien qu'on a quand on faut solliciter avant que la France lui demande de venir jouer pour lui. Mais la population, le gouvernement, tu ne connais même pas qui est où et qui fait quoi. Donc, le gouvernement est en train de sous-tout-cas. Donc, on a Congolais, moi, avec une équipe Morobo. On a Congolais, moi, avec une équipe Moro. Pour chercher l'honneur de notre équipe, et donc on commence à regarder les erreurs les informations. Or, si on savait au moins le nombre de Congolais de l'extérieur de la diaspora, et qu'est-ce qu'ils font là-bas? Nous avons des génies à l'informatique, des génies en économie, des génies par lesquels nous avons des gens qui viennent travailler pour le Congo. Il y a même des millionnaires, des milliardaires congolais qu'on peut solliciter, que c'est à terre, venez investir. Mais nous avons des difficultés même de survivre de la diaspora. Vous voyez, parce que la démographie est vraiment nulle. Donc, nous sommes nuls partout. On doit pas, donc, nous échouons partout parce que la politique échoue déjà. Comment voulez-vous que le foot, le basket et autres puissent avancer? Donc, c'est vraiment difficile, presque impossible. Voilà. Donc, la démographie est nulle. Tel que vous le dites là, si on doit vraiment faire l'effort de rappeler les Congolais de faire leur alia, ce serait une bénédiction s'ils eux aussi le comprennent. Si eux aussi le comprennent et acceptent de faire alia, Namabela Bakoko, ce serait une très bonne chose. Une bénédiction pour nous qui sommes même ici à l'intérieur. Voilà. Yehuda Olobi, au CLP, conclusion à bien. C'est pour ça que moni les lots, bazo tout nanga. Ah mais Zano Awa, tu es déjà là. Qu'est-ce que tu es parti faire là-bas? Parce qu'en fait, j'ai compris. Moi-même, je suis dans cette situation. Si on t'a amené jusqu'à ce niveau de devenir rabbin ici en Israël, c'est pour une chose. Récupère ce qui est à nous et rentre. Et aujourd'hui, on a récupéré. On publie des livres, on fait des cours tous les jours, plus de 8 heures de cours par jour, pour dire que ne nous mentez pas. La Torah que vous utilisez ici, elle est aussi du Congo. Elle est ici, Eretz Israël, la terre d'Israël, mais elle est aussi là-bas. On ouvre les livres, on l'a montré. Ça s'appelle récupérer ce qui avait été caché. Montrer que le prophète des Juifs, Moïse, il a été roi dans nos terres là-bas. Et de leur dire, arrêtez de nous faire croire qu'on n'est rien. Parce qu'avant qu'il devienne votre libérateur, il a été notre libérateur, notre roi, notre prophète. Donc ça veut dire quoi? L'exemple commence toujours par soi-même. Aujourd'hui, je dis aux gens, il faut rentrer. Parce que notre terre, elle pleure. Et ce n'est pas n'importe quelle terre. Tout le monde va te faire l'apologie d'Israël ici. C'est une terre parfaite. Il y a des fruits, il y a la mer, il y a la neige, il y a la faune, il y a la flore. Il y a tout ça là-bas aussi, comme on l'a vu lors du premier meeting. C'est pas normal de voir toute cette bénédiction qu'il y a là-bas. Il y a tout ce qu'il faut pour que tous les Congolais de la diaspora et les autochtones vivent ensemble en paix. Pourquoi? Parce qu'on doit remettre la tradition au milieu. Il faut que quand je sens qu'il y a un Congolais qui va mal à l'autre bout de la terre, je ne dors pas et que toute la communauté se lève. Mais ça, on ne peut pas le faire si on n'a pas notre tradition. À partir du moment où je t'ai donné un autre outil qui n'est pas ta tradition, tu deviens froid au sort de l'autre Congolais. Ça ne fait rien. Parce que ta tradition, en fait, elle n'est pas là. Donc, si le Congolais dort dehors, c'est
pas grave, il y a des clochards aussi, il peut dormir dehors. Non, il faut que ça te révolte, tu fais quelque chose, comme tu l'as dit. Comment vous ne venez pas? J'ai aimé ton cri du cœur, Papa Yehuda. Mais boza ba génie, boza ba étude, bozonga, revenez. C'est ça, Imperium. Tout centraliser ma cam. Tout zonga na centre. Parce que centre wana, les gens nous font croire que là, oublie. C'est pas formé, c'est pas ça. Mais moi, j'habite ici, par exemple en Israël. Tout n'est pas parfait. Il y a des choses qui ne sont pas construites. Mais personne ne se plaint. Pourquoi? Parce qu'on regarde ça avec l'œil de la tradition. Ce que nous sommes ensemble est plus important que tout l'or du monde. Je l'ai dit dans l'interview sur I24, I24 News. Il faut aller avec humilité. Il faut apprécier ce que la terre t'offre comme elle te l'offre. Et on va pas commencer à dire, mais tu vois, mais ici, bon, pour la raison maï, mais ça va s'améliorer, c'est rien. Mais il faut rentrer. La première pierre de la politique démographique que nous, dans l'Imperium, on doit former, donner à chaque cadre, c'est de savoir parler au cœur de chaque Congolais, qu'il soit à l'intérieur du pays ou à l'extérieur du pays. C'est de dire à chaque Congolais de l'extérieur du pays, mais levez-vous, mais sans les critiquer, sans les insulter, juste en donnant un outil qui va nous rapprocher encore plus ensemble. Laquelle? Tradition d'Abisso et Zawapi. Où est notre tradition? Donc, ça, c'était le troisième meeting où on a parlé vraiment. L'idée, c'était de comprendre la question de politique démographique. Il y a une terre et des gens. Comment je mélange les deux de manière intelligente pour qu'aucune personne ici ne soit coupée de ici et pour que cette terre-là ne pleure pas le départ de ces enfants-là. Tout ce que je dis, je peux le prouver par écrit. Mais comme c'est un meeting d'1 heure, j'essaie d'aller vite. Donc vraiment, analysez, réfléchissez, pensez à ce que je viens de dire. On va continuer. Jeudi, on célèbre l'indépendance du Congo. Donc, on mettra un Zoom pendant les discours. Ce ne sera pas un cours, mais il y aura un Zoom pour les discours qu'on va faire. On organise un dîner gala ici pour les 62 ans d'indépendance. Donc, le prochain cours de formation, ce sera dimanche soir. Ce sera dimanche soir, je pense. Je vous confirmerai ça. Et jeudi, vous aurez des informations sur la soirée de l'indépendance. Est-ce qu'il y a des questions? S'il y a des questions, n'hésitez pas. Mais dites-vous que j'ai besoin d'abord au moins 10 cours pour redéfinir les termes, qu'on redéfinisse les termes. Après, on va rentrer dans l'application sec du programme. Mais il faut jongler pour que les termes soient clairs dans la tête de chacun d'entre nous. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Monsieur le Président. Bon, on a évité ce qui est une question ou une préoccupation. En vous suivant, c'est Maman Blandine. En vous suivant, j'ai vu beaucoup de choses. Exemple, comme vous avez dit que ce que l'Union a détruit le peuple, il faut que l'Ongola ait une culture. Donc, moi, je me suis toujours dit depuis longtemps que les Congo, c'est vrai, l'Ongola a une culture. Quand on regarde qu'il y a un manque d'amour entre nous d'abord, et ça, on a joué pendant autant d'années, beaucoup d'années. Et ça nous demandera vraiment de la volonté pour que toko kakozong sa eloko wana. Parce que bana o mingi ba botami donc ba yebi angote baza vraiment dehors de la culture. Alors tout le monde rêve aujourd'hui aller en Europe, aller vivre en Europe et tout. Donc c'est un grand travail à faire vraiment dans la population congolaise. Donc qu'on enseigner, qu'on former, donc pour que batuba ko sakwa ko kotsa eloko wana na kati ya mutu. Et deuxième chose, par exemple, on a évité au Lexiango rapidement, quand tu as parlé disant que non, par exemple, d'autres religions. J'aimerais bien aussi, peut-être les lots aussi de Sangote, mais j'aimerais bien comprendre qu'est-ce que nous devons faire parce que nous a mené la religion. Donc, nous disons que ça allait
qui vient d'Israël, on parle de Jésus-Christ, Yeshua, on parle de lui. Mais comment faire cette relation avec notre culture, notre compréhension des dieux ici sur le Congo, dans le Congo, avec les dieux d'Israël. Qu'est-ce que nous devons faire? Parce que c'est aussi très important pour qu'il y ait évolution ou qu'il y ait développement dans un pays. Donc, c'est un point que pour moi, je trouve que c'est capital. Vraiment, il faut en parler en profondeur. Et avec toujours la culture, et ça dit que même les diasporas au Bazali Banda, na ebitenga na yo kaka, on sentit qu'il n'y a pas vraiment d'amour. Quand on sent, par exemple, la bambo kaneti ba Inde, ba wapi, okukuta na ke ba mususu, ba pays mususu, baza soudé. Quand il faut vraiment défendre ndekuna bango, tango waza se connaître la justice dans un autre pays, ils se battent, ils se mettent ensemble, ils se soudent, et même l'ambassade na bango ils ont soutenir biso. Mais on sent que les Congolais ils sont délaissés. Ils sont délaissés dans leur propre sort, mais on sent toujours que la réaction vient en retard et on ne sent vraiment pas la pression. Par exemple, là-bas, Inde, nous avions des enfants qui sont partis là-bas, on a senti qu'ils sont frustrés, mais Tuamboka, Mususu, neti ba Nigeria, banani, baza soudé, bakosangana esika moko babundi contre ba Indien, oyo bazo maltraité bango. Donc, c'est un sérieux problème que nous devons vraiment travailler au niveau, il y a ba Congolais, na kati ya mentalité, c'est un grand travail. Voilà, en tout cas, moi, ça m'a beaucoup intéressé pour tout ce qu'on a parlé aujourd'hui. J'ai beaucoup de choses à dire, beaucoup de questions dans Zalakalango toujours, mais en tout cas, sur le plan politique, sur le plan culture, na ba religion, il faut tout comprendre au mieux pour que makambo racine na biso kende malamu. Merci pour l'information. C'est vraiment très synthétique. Ils ont fait sa conclusion, orientation bien. Pourquoi que peuple oyo na monde mobimba qui sont vraiment unis et solidaires. Comprenez bien mes mots. Je suis en train de faire une analyse politique. Je ne suis pas en train de donner un avis sentimental. On analyse. Hein. Donc, considérez qu'on est en train d'ouvrir la problématique pour comprendre quelque chose. La population basée solidaire à Makassi, ou sont vraiment solidaires, vous verrez qu'ils ont la religion de leur culture. Ouais. Les Chinois, il n'y a pas de chrétiens en Chine. Et quand il y a des musulmans, ils disent, bon, on vous met dehors. Les Indiens, il n'y a pas de chrétiens en Inde. Il n'y a pas de musulmans en Inde. Ils sont indiens. Les juifs, ils sont juifs. C'est-à-dire qu'il y a ici quelque chose de fondamental, c'est que la vraie solidarité se fonde dans la tradition. Tout ce qu'on a trouvé, mais ça c'est un travail d'ethnologie, c'est qu'à un moment, cet outil qu'on appelle la Bible, elle parle beaucoup plus du Congo qu'on ne le pense. Quand je parle de la Bible, je parle depuis Genèse jusqu'à la fin des prophètes. Je parle de l'Ancien Testament. On voit que là-bas, il y a beaucoup plus d'histoires qui relient le Congo qu'on ne le pense. Les Nigérians, notamment la partie qu'on appelle le Biafra là-bas, solidarité incroyable. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris qu'eux aussi, cette Bible-là parlait de leur histoire. Ils ont gardé cette histoire-là. Ils n'ont laissé aucune culture étrangère devenir la référence en termes d'identité. Mais je vais vous montrer une petite vidéo là, je vais partager mon écran. Je veux que vous regardiez cette vidéo avec moi et vous comprenez ce qui se passe. C'est des vidéos que je mets en ligne régulièrement. Et regardez cette vidéo-là qu'on a reçue. Ils sont venus de tous les coins de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, pour interpeller la conscience de la communauté internationale sur la situation sécuritaire à l'est du pays et la levée de l'embargo sur la RDC. Nous sommes partis d'ici pour lancer un ultimatum, non seulement au Rwanda, mais à ses parents, les États-Unis, l'Angleterre. Et ici, je voudrais mentionner à la reine d'Angleterre, vous êtes un royaume, nous sommes des royaumes. C'est par votre désordre que l'Afrique a été balkanisée. Nous voudrons vous interpeller ici. Nous avions donné un ultimatum au 30 juin, jour de l'indépendance de la RDC.
Nous voudrons ici rappeler que nous avions annoncé les préavis. Je voudrais également rappeler que nous avons poursuivi l'embargo sur la RDC. Nous pensions qu'au moins, après toutes les déclarations que vous aviez faites au niveau de la communauté internationale, que vous avez finalement enlevé cet embargo. Quel est l'essence de ligoter les Congolais pour permettre aux tout petits de l'envahir? Non, vous n'allez jamais mettre l'embargo sur l'ancestral. Jamais. Et vous le savez si bien. J'ai sorti votre arme aujourd'hui pour vous rappeler que je ne vais pas en faire usage. La reine d'Angleterre, à la communauté internationale. Notre sortie aujourd'hui, c'est pour parler du préavis zéro. Le préavis zéro est un archange qui n'annonce pas son arrivée, qui vous prend quand il veut. Nous voulons la paix, nous sommes la paix. Si vous voulez la guerre, ça ne sera pas par rapport à l'embargo que vous avez maintenu sur la RDC, mais ça sera aux esprits africains. Ici de rappeler que lors de la rencontre du jour, les chefs coutumiers réunis au sein du Conseil supérieur de l'autorité traditionnelle et coutumière de la RDC ont dédié le pays aux divinités spirituelles ancestrales et plusieurs cérémonies ont été accomplies pour préserver la paix dans l'Est de la République. Ok. Ah oui, ça j'ai aimé, hein, j'avais suivi ça, j'ai beaucoup aimé ça. Cette vidéo-là, pour moi, ça dit Ouais. beaucoup. Est-ce que la symbolique est forte? Oui. Est-ce que moi, dans la position que je suis aujourd'hui, je sais que je peux apporter d'autres choses complémentaires avec ce qu'ils font? Oui. Est-ce qu'il y avait une spiritualité congolaise avant? Oui. Oui. Maintenant, la question est pourquoi eux, quand les Congolais les regardent, on les voit se moquer, sourire. Alors que moi, je vous dis que quand je regarde ce qu'ils font là, je n'ai jamais vu des choses aussi sérieuses. Oui, c'est vrai. Mais les gens ne comprennent pas. Ils disent, ah, regarde comment ils sont habillés. C'est pas, comme ils disent, c'est pas swag. Mais qui t'a dit que c'est du swag? C'est pas comme ça, regarde, ils font des idolâtries. Ah, toi, donc ça, c'est des idolâtries. Et toi, quand tu pries devant une statue, c'est pas idolâtrie. Donc, c'est quoi idolâtrie? Mais ça, c'est des questions qu'on abordera en détail face à face. Il y a des informations qu'il faut garder encore. Mais l'idée, en fait, c'est quoi? De comprendre qu'il y a des chefs coutumiers qui ont une sagesse qui est liée à l'ADN de cette population-là et de cette terre-là. Est-ce qu'il y a eu des pertes? Oui, parce que la mémoire, elle se perd et qu'on n'a pas tout écrit. Est-ce que nous, maintenant, avec le Dieu d'Israël, qu'on peut appeler aussi le Dieu d'Israël, on a trouvé des éléments qu'on peut rajouter qui sont forts dans la société Congo, sans contredire son identité, sans trahir ses traditions, mais en la renforçant et en faisant une unité? Oui, on a les outils. Et ça, pas pour maintenant. Ok, merci. Est-ce qu'il y a encore des questions? Allô? Allô, oui. Ouais, en fait, moi, j'ai une préoccupation. C'est Jean-Michel, hein, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis ici en Israël. Moi, j'ai une préoccupation lorsque nous parlons de la terre. Il y a la terre au niveau local, hein, c'est-à-dire qu'au niveau des grands ensembles. Parce que nous devons quand même rappeler que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire le Congo, dans sa superficie de 2 345 000 km². Cela a été une décision du colonisateur. Bon, maintenant, c'est vrai qu'au niveau local, là, on ne discute pas. Hein, des grands ensembles, par exemple, bon, moi, je suis de Kisangani, je connais la terre de mes parents. Cette attache avec cette terre-là, il n'y a pas de débat. Maintenant, lorsqu'il faut parler du Congo en tant que pays, parce que ce que nous avons aujourd'hui comme problème, moi j'ai vécu une expérience ici en Israël que je pourrais peut-être partager avec les gens qui nous suivent, parce que je suis
dans la communauté congolaise, je fais partie d'un petit échantillon des gens qui ont eu un cursus un peu différent. C'est-à-dire que le destin avait voulu que, à cause d'un processus quelconque, ma famille soit éligible à la citoyenneté israélienne. Alors, dans ce processus-là, il fallait passer par les enfants parce qu'elles sont nées ici. Maintenant, pour aboutir dans ce processus, il faut d'abord que l'enfant fasse le service militaire. Il fallait que l'enfant fasse le service militaire. Alors, lorsque l'enfant atteint l'équivalent de 5e des humanités de chez nous, les parents sont notifiés. Il y a le ministère de la Défense qui s'occupe du service militaire obligatoire, écrit à la famille, en même temps pour leur informer que voilà, votre enfant est éligible, il y a le numéro matricule et tout ça et tout ça. Et les mois qui suivent, parce que c'est un processus que l'enfant doit suivre avec des tests, des examens et tout ça pour finalement orienter l'enfant dans les différents départements du service militaire. Et bien avant cela, les parents sont conviés à une grande réunion de sensibilisation et d'information. Et nous étions conviés à cette réunion-là. Suivez-moi très bien, suivez-moi très attentivement parce que le problème que je vais poser va apparaître ici. Nous étions dans une grande salle pour 6 classes de 5e des humanités. Nous étions autour de 120 parents. L'orateur du jour va demander aux 10 premiers parents qui étaient assis sur la première rangée de dire, le rabbin sait de quoi je parle, Aliyah, c'est le retour. D'où ils sont venus, ou eux-mêmes comme parents, ou leurs parents aussi, hein, ou leurs grands-parents. Alors, sur les 10, il y avait 8 pays différents. Sur les 10 parents qui étaient sur place, il y avait 8 pays différents. Le premier, c'est moi, je viens de l'Ukraine. Le deuxième, moi, je viens de la Pologne. Le troisième, moi, je viens de Venezuela. L'autre, moi, je viens de l'Italie. L'autre, moi, je viens de la France, et ainsi de suite. C'était 8. Lorsque le dernier a fini de parler, il dit, arrêtez-vous. Pourquoi nous envoyons les enfants faire le service militaire? C'est vrai, nous sommes un petit pays. C'est vrai, nous ne sommes pas nombreux. Contrairement à tout ce que les gens racontent, nous n'envoyons pas les enfants pour seulement apprendre à tirer les armes, mais c'est d'abord pour créer l'âme. Pour créer l'âme, pour cimenter l'unité nationale. Parce que si nous ne le faisons pas, ça sera la tour de Babel ici. Parce que chacun, c'est vrai qu'au départ, ils ont la nature juive, mais telle que nous vivons ici, nous savons, hein, les gens vivent dans les communautés. Vous verrez qu'il y a des communautés de Russes, ils ne parlent que russe. Vous verrez qu'il y a des communautés de ceci, ils ne parlent que leur langue, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, la problématique, c'était de former cette unité nationale, cimenter l'identité israélienne. Ils ont l'identité juive, ça, ils sont nés avec, mais comment faire en sorte que tous ces gens qui viennent, qui doivent partager cet espace, parlent le même langage? Et moi, quand j'ai entendu ça, j'avais beaucoup de remords parce qu'ici chez eux, tout le monde, surtout de ma génération, tout le monde est passé par les services militaires. Nous, on n'a pas fait ça. Vous voyez? Alors, et c'est pendant la période-là qu'on leur dit, par exemple, qu'écoutez, nous sommes haïs par tout le monde entier, on ne nous aime pas. Et j'ai expérimenté ça parce que ma fille aînée a fait le service militaire, elle a fini. La seconde, actuellement, au moment où je vous parle, elle est aussi en train de suivre le processus de son service militaire. Donc, on met dans la tête des enfants
que le monde entier déteste les Juifs, qu'il ne peut défendre la terre d'Israël, qu'Israélien lui-même ne peut défendre un Israélien, qu'un Israélien lui-même n'est jamais compté sur les autres. Voilà la problématique que je pose, parce que moi, quand je compare, je regarde comment on appelle ça, le melting pot israélien, je vois ce que nous avons chez nous au Congo. Cette diversité, cette différence, au fait, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas de différence. Hein? Parce qu'aujourd'hui, par exemple, chez nous, moi, les débats, quand les débats se passent entre les Kasaïens et les Katangais, par exemple, à un moment donné, il y a Katangais, Kasaïens, à un moment donné, quand un politicien du nord, du sud Kivu est poursuivi par la justice, ça devient le problème de tous les gens, par exemple, du sud Kivu. Aujourd'hui même, la justice ne fonctionne pas parce que les politiciens, lui, ils cherchent l'électorat, hein, les clientélismes politiques et ainsi de suite. Donc, actuellement, parmi nos leaders là-bas, nous voyons comment il y a du désordre sur le plan politique parce qu'il y a ce clientélisme-là où on essaye, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les leaders politiques viennent avant la nation. Vous voyez, le leader a beaucoup plus d'influence par rapport à sa région que par rapport aux intérêts de la nation. En fait, cette problématique que je pose, c'est pourquoi je disais que lorsque nous parlons de la terre, quelqu'un du sud Kivu, il a sa terre. Là, il n'y a pas de problème. Maintenant, lorsqu'il s'agit du Congo, parce que quand nous parlons Congo, ce n'est pas seulement les pays, c'est aussi la terre. Comment converger le Congolais, par exemple, aujourd'hui? À un moment donné, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a cette tendance, cet esprit de patriotisme par rapport à ce qui se passe. C'est vrai que nous, les Congolais, nous parlons aussi parfois beaucoup. Mais quand ça se passe à l'Est, on peut se demander, est-ce que les gens du Sud sont vraiment concernés par rapport à ce qui se passe à l'Est? Parce que là, nous parlons pays. Nous ne parlons pas une province, parce qu'il y a une province par rapport à la terre. Les ressortissants de là-bas sont attachés à leur terre là-bas. Vous voyez, lorsque par exemple les Katangais disent qu'un Kassaïen, pour qu'il se déplace, qu'il aille au Katanga, il a besoin d'un permis, quelque chose comme ça. Voilà, maintenant, c'est là où le problème se pose. Donc, ma préoccupation, c'est de voir dans l'approche de ce que nous parlons aujourd'hui de la terre, moi, je la comprends, mais jusque-là, je la comprends au niveau local. Vous voyez, maintenant, comment nous, on va faire pour intéresser les gens à comprendre que le Congo, c'est vrai que c'est un héritage. On n'a pas demandé à mon arrière-grand-père si j'accepte de partager cet espace de terre-là avec les autres. Hein, par exemple, un Moulouba, pour que tous on puisse nous appeler le Congolais. Non, mais maintenant, c'était un travail que nous devons faire parce que cet héritage-là, nous devons en avoir fier. Moi, je le dis toujours que je suis fier que nous ayons hérité cet espace de 2 345 000 km². Ça nous appartient désormais, quand bien même qu'il y a un débat sur la délimitation des frontières, il y en a qui critiquent, qui disent non, voilà, cette délimitation-là n'était pas bonne, et ainsi de suite. Je ne sais pas si vous avez compris ma préoccupation. Ce que je viens de dire. Merci beaucoup, papa Jean-Michel. J'ai très, très bien compris. Et c'est une analyse très pertinente, très intelligente et très forte. Effectivement, pour cimenter le caractère national, en fait, il y a 2 outils. Comme je vous dis, on a beaucoup de travail si on veut changer les choses. Le premier outil, c'est ce que je parle depuis le début, du premier cours, c'est la tradition. Parce que ce qui fait, pour prendre l'exemple d'Israël comme vous avez pris, ce qui fait la force d'Israël, c'est que soit on t'attrape à l'armée ou on t'attrape dans l'étude de la tradition. Donc en fait, il y a besoin aujourd'hui que les études traditionnelles congolaises deviennent des matières qui sont obligatoires et accessibles à tout le monde à l'école. Qu'on comprenne qu'aujourd'hui, il y a une histoire congolaise qu'on ne va pas nous enseigner si on ne nous l'enseigne pas nous-mêmes. Et que cela donne naissance à
des manières de faire, des pratiques, des choses, pour que cela soit enseigné. Donc, il y a un travail qu'on fait en ce moment, je n'avais pas encore parlé, de répertorier tout cela. Ça devienne une matière d'études qui soit divisée. Depuis la primaire, la maternelle, la primaire, le collège, le lycée, l'université, où en fait on étudie la même tradition, que ce soit au Katanga, que ce soit au Kivu, que ce soit au Bas-Congo, que ce soit à l'Équateur, on étudie ce qu'est notre histoire. Le premier mot qu'il est là, c'est que les gens pensent que notre histoire se définit par ce que les Belges vont nous dire ou par ce qui s'est passé en Europe. Non, notre histoire, elle est liée à ce que nous avons vécu. Chacun de nos enfants doit savoir qu'est-ce qu'il y avait avant le XIIIe siècle, avant le Xe siècle, avant le Ve siècle. Et tout cela avec l'explication de ce qu'était la tradition et la spiritualité de notre terre. C'est ça qui va créer un socle. Est-ce que le but, c'est que cette étude-là donne naissance à des pratiques? Oui, pourquoi? Parce qu'on vient de voir des chefs coutumiers qui ont gardé des pratiques. Est-ce que ces pratiques-là ne méritent pas d'être creusées et voir comment le faire de manière adéquate? Oui, on va creuser. Maintenant, l'autre côté, je reprends ce que vous avez dit, Papa Jean-Michel, il faut l'armée. Parce qu'on est un pays qui est attaqué constamment. On a un pays qui, à la tête de ses dirigeants militaires, ne produit plus d'élite militaire. Donc, ça veut dire quoi? Il faut que le service militaire soit obligatoire pour les garçons, pour les jeunes garçons, d'une certaine manière pour unifier le pays. Comme il faut, comme on fait. Si on voit des jeunes Katangais, je les envoie dans des unités qui sont au nord, qui sont à l'Équateur. Les jeunes de Goma, je les envoie dans des unités qui sont au Bas-Congo. Les jeunes du Bas-Congo, dans des unités qui sont au Katanga. C'est comme ça que tu crées l'unité dans la découverte de la terre, dans le fait de partager des choses en commun. Donc oui, c'est la solution d'équilibre, parce que même l'armée n'est pas toujours là pour juste se battre. L'armée, c'est aussi la gloire et la force d'un État qu'elle possède. Donc, réinstaller un service militaire qui peut être un issue social pour tous les jeunes sans famille, orphelins, qui se retrouvent par eux-mêmes, qui, grâce à ça, peuvent avoir un cadre d'éducation, un métier, une protection, ça va aider énormément. Donc oui, on va y aller vers ces deux choses-là. Comme je l'ai dit, j'essaie de faire d'abord 10 cours de concepts, et à partir du 11e, on va aller dans des solutions concrètes. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait? Parce que, effectivement, la question de l'armée et la question de l'enseignement traditionnel, ça fait partie de la politique démographique. Mais on arrivera. Mais merci beaucoup, Papa Jean-Michel. En tout cas, merci beaucoup. Je reçois toutes vos questions si vous avez dans le groupe. Et on continuera au prochain cours avec des thématiques que je vous enverrai. Encore 7 cours et après, on rentrera dans l'application concrète de ce qu'est le travail politique. Et on parlera des adhésions, des adhérents, comment adhérer, les prix, comment on fonctionne, les différentes présidences, les fédérations, les bureaux politiques. Donc, 10 cours d'abord de conceptualisation pour qu'on ait les mêmes définitions et après, on rentre dans le vif du sujet tranquillement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Papa Christian. Merci, Papa Jean-Claude. Coco. Papa Jean-Michel, merci beaucoup. Papa Mamaketoko, merci.